Donc voilà, je vais vous présenter tout d'abord quelques éléments, pardon, je ne vais pas m'écarter du, voilà, sur l'approche noiséenne et ses vécus. Et ensuite évoquer le volet sécurité pour faire le lien avec la cybersécurité. Je vais rentrer directement dans le vif. Je vais vous citer les quelques premiers pas et outils que nous avons mis en place, mais ça date d'une histoire passée, mais ça rejoint des problématiques sur la fibre optique, la vidéo, etc. Et petit à petit, on était comme... on faisait de la prose sans le savoir, hein, finalement. Et puis après, les choses ont évolué. Donc, je parlais de la stratégie data, des nouveaux outils que nous mettons en place en ce moment, des projections d'ici quelques années, effectivement d'un projet qu'on appelle Récital, qui a été labellisé au niveau des territoires connectés et des quartiers métropolitains d'innovation. Et ensuite, je vais vous dérouler un peu notre vécu sur la sécurité, avec beaucoup d'humilité dans l'approche, parce qu'on a l'impression que plus on en fait, plus on fait de progrès et de projets, plus quelque part on crée aussi, ce faisant, les circonstances de nouvelles menaces, et ainsi de suite. C'est voilà, un circuit presque sans fin. Nos premiers pas. Donc, très tôt, dès 2000, vous vous souvenez peut-être des événements qui avaient eu lieu dans les banlieues en 2005, donc, qui avaient fait quelques ravages, des destructions de bâtiments publics et autres. À l'époque, la décision a été prise de mettre en place un système de vidéosurveillance. Ça a démarré comme ça. Et puis, en même temps, moi, je venais d'arriver, et puis je posais la question sur le numérique, la fibre optique aux élus. Et en même temps, on m'avait accordé le fait d'être maître d'ouvrage d'un réseau numérique municipal. Voilà, j'avais eu le courage de lire un ouvrage de la documentation française sur le sujet, hein, qui date de 1995, à l'époque où M. Balladur était Premier ministre. Tout ça pour vous dire que ça a été traduit quelque part en la mise en place d'un réseau fibre municipal. Je m'écarte un peu de la FTTH, hein, tout pour l'instant. Et nous avons réussi à connecter 80 bâtiments au fil des 10 ans qui suivaient. Ça n'a pas été évident, sachant que dans une ville, il y a la moitié des bâtiments quasiment sont des écoles. Hein, donc, c'est pas toujours évident. Et puis, les bâtiments ont vécu leur vie, ils sont vieux, et puis, il faut aller jusqu'au bout des ongles. Et le Wi-Fi public via nos bâtiments publics. Et en même temps, mis en place un organe de vidéosurveillance qui a fait naître dès 2008 les premières caméras. Nous en avions 8. L'histoire a changé puisqu'aujourd'hui, on en est à 220. Voilà, donc c'était les premiers organes et les éléments qui permettaient de parler de, j'allais dire, de ville connectée. À l'époque, une ville connectée, c'était une ville qui arrivait à connecter ses bâtiments. Hein. On n'était pas au connecteur encore. Voilà. Le deuxième outil que je veux évoquer, c'est un SIG. Donc, c'est une affaire de rebond chez nous. Bref, totalement, je vais vous le résumer. On a repris le sujet entre 2018 et 2020, conçu et mis en place un SIG. Et avec le temps, on a réussi à garder les administrateurs SIG, à l'enrichir, en mettant en place les issues d'un ce qu'on appelle un relevé à très grande échelle. Donc, vous faites appel à un prestataire qui vous fait un relevé, qui vous prend des photos aériennes, etc., et qui vous donne des mesures plus précises des éléments de votre territoire. Et vous vous retrouvez avec quelque chose de super puissant, avec plein de données. Et après, il a fallu effectivement se donner les moyens d'en tirer profit, et donc de mettre à disposition de nos élus, par exemple, quelques cartographies, quelques éléments qui permettaient de les aider dans leur analyse. Et ça fonctionne, mais ça fonctionne avec, on va dire, persistance. Ce n'est pas un outil un temps, c'est un outil de longue haleine. Voilà, c'est une affaire, il faut être plutôt coureur de fond pour relever le défi. Voilà, donc petit à petit, on y a intégré des données, et en bref, on a désormais un système d'aide à la décision. Donc, j'allais dire, là, en 2023, nous disposons de 2 outils plutôt bien fichus, et je ferai le lien tout à l'heure avec le reste. Alors, un autre exemple que j'ai voulu citer, parce que ce n'était pas partie de la veine numérique, ni du DSI, ni d'un centre d'innovation ou quelque chose. C'était partie effectivement de la volonté des acteurs, des gestionnaires de l'espace public, de performer leurs services. Peut-être un peu influencé par leur DSP et leurs bailleurs, mais dans tous les cas, c'était parti dans ce sens-là. Je rejoins un peu Bertrand quand il disait que parfois les villes ont mené des expériences un peu isolées. C'était le cas. En tout cas, bien leur a appris, parce que dès 2008, il y a eu des expérimentations qui ont eu lieu sur l'éclairage public. Alors, c'était parti brinque-ballant avec des détecteurs de présence, on a essayé. Globalement, ça ne s'est pas révélé robuste. Si d'autres ont réussi, tant mieux. Nous, ça, voilà. Donc, on s'en est écarté. On a essayé aussi l'abaissement de la luminosité la nuit en essayant de mettre des variateurs, mais globalement, ça avait des effets
voilà, des effets rebonds sur l'usure accélérée des lampes et des capteurs. Et finalement, on a fait quelques expérimentations sur le passage au LED, et hop, surprise positive, ça fonctionne. Donc au bout de 4 ans d'efforts sur le sujet, effectivement, l'équipe a investi, et il y a eu, quand je dis un payback de 4 ans, c'est-à-dire que le retour sur investissement, au bout de 4 ans, on a commencé à observer que voilà, il y avait des centaines de milliers d'euros en moins dans les dépenses qu'on payait à ce titre. Voilà, donc ça a commencé à donner du baume au cœur, à dire tiens, ça peut le faire. Ça peut le faire. Donc on a commencé par ailleurs à chercher d'autres zones. On dépensait beaucoup, évidemment, pour se dire on va faire la même chose. Je vais y venir tout à l'heure. Voilà. Donc d'autres expérimentations ont lieu, notamment sur un réseau d'éclairage. Je ne rentre pas dans le détail. Bref, un schéma directeur d'aménagement de lumière a conduit à généraliser l'affaire. Et il est resté un problème qu'on n'avait pas réussi à résoudre, c'était comment piloter à distance. Effectivement, c'est le système. Ce n'est pas simple. Ça paraît banal, mais ce n'était pas simple. Et pour l'instant, on n'y est pas complètement encore. On commence à aborder le sujet. Mais là aussi, la conséquence d'une démarche, c'est pas dire, elle n'est pas isolée, mais elle est effectivement l'affaire de gens du métier. Et donc, l'idée, c'était de voir comment on pouvait se servir de cela comme idée, comme concept, avant de généraliser. On s'est aussi rendu compte que la techno, c'est bien. Les capteurs, les bailleurs, les techniciens, ceux qui étaient, on va dire, portés par la chose, et ceux un peu moins, ceux qui n'y croyaient pas. Et en réalité, au bout du compte, on avait des informations, mais on ne peut pas dire qu'on maîtrisait la donnée que nous amenait ce système. On n'était pas capable de se dire, au bout de 3 ans, tiens, regardons en arrière, qu'est-ce qu'on peut en tirer, quelle tendance on peut y mettre. Et en fait, cet aspect des choses ne nous avait pas, nous avait à peine effleuré quelque part. Donc, il restait encore à faire. Mais voilà, alors, le temps a passé, et puis, au fil des projets et des demandes, petit aparté, je n'ai pas cité la fibre optique, on a été confronté comme tout, on a ce problème. Et quand on m'a confié le sujet, on était à 53% de taux d'éligibilité. C'était un peu hard. Ça criait de tous les côtés. Et bon, maintenant qu'on est à peu près 95, voilà. Alors je souffle d'un côté, je suis heureux pour moi et pour les élus, pour les citoyens. Mais je vous assure que les 5% restants, c'est dur. Voilà, c'est vraiment dur. Voilà. Bon, donc voilà, il y a toujours un revers de la médaille. Là, il y en a un. Je reviens à mon sujet. On s'est évidemment dit, tout seul on ne va pas y arriver. On a entendu parler du fort d'ici. Je suis allé le visiter. À l'époque, les bâtiments se construisaient. Wow, quelle épopée, super idée, smart grid. On a regardé un peu les projets d'open data de plusieurs villes, ici aussi, mais de Paris, de Londres. On s'est inspiré, on s'est dit, wow, c'est super, il faudrait qu'on fasse quelque chose. On a regardé aussi une vidéosurveillance un peu plus renforcée, parce qu'on a vu qu'en ajoutant des caméras, forcément, la loi du quantitatif n'était plus finalement la voie à suivre. Il fallait qu'on devienne plus qualitatif et plus quelque part un peu... Alors, je ne sais pas si on disait intelligent à l'époque, on parlait d'innovant ou je ne sais pas, quelque chose d'à peu près. Voilà. Donc, forcément, on s'est dirigé vers qui? Vers Nice. Parce que si vous faites le ratio... J'espère qu'il n'y a pas ni Niçois ni Niçoise dans cette pièce. M'en veuillez pas, ce n'est pas une critique, voilà. Mais c'était quand même, et ça, on est d'accord, Bertrand, ça reste la référence. Enfin, une référence en France. En tout cas, voilà. Donc, j'ai fait le ratio comparé à notre taille d'activité. Ils sont à plus de 3000 caméras, et donc je me suis dit que quand on m'interrogerait, je dirais qu'on a finalement un taux d'équipement qui n'était pas humble, mais qui se justifiait, quoi. Voilà. Voilà. Et c'est vrai qu'ils ont ils ont fait des choses pas mal, en allant même dans l'au-delà de ce qu'on pensait pouvoir faire, donc l'analyse des images, etc. On n'a pas... je me tais sur la suite. Ensuite, on s'est inspiré de ce qui se faisait aussi dans le cadre, ce que je peux appeler un centre de pilotage urbain multimétier. Je n'osais pas dire un centre intelligent, parce que bon, j'avoue que... Voilà, c'est dur c'est dur de porter la paternité de ce type de concept. En tout cas, on a trouvé bien l'idée que quelque part, il y a une ville, une métropole, qui a réussi à rassembler dans un centre. Là, on avait réussi à mettre que quelque part, surveillants de caméras. Et depuis peu, si on verra des policiers, mais ils avaient réussi effectivement à assembler et à réunir des gens de compétences différentes, y compris des agents de DSP, pas forcément de la ville, et d'en faire quelque chose qui paraissait uniforme voilà, quand on s'intéressait au sujet. J'ai trouvé que c'était inspirant. Bon, après,
Après, les problématiques de vue politique pouvaient différer de mon point de vue, donc je me suis ramené à laisser penser les élus à leur place. Angers, qui lance ce méga projet, donc on se dit, wow, il y a quand même de l'audace et tout ça. Et Barcelone, Toronto. Alors, Toronto et Google, on s'est dit, bon voilà, on regarde quand même, mais c'était une dimension qui n'était pas la nôtre, forcément. C'est qu'une ville de 70 000 habitants, hein. Donc on va rester humble. Et tout ça, ça donnait des idées, voilà. Mais on a aussi regardé nos faiblesses et nos constats internes. En fait, on avait un assis décisionnel qui était peu développé, voilà. À part la DAF qui fait du BO à fond la caisse et qui est plutôt douée. Je ne peux pas dire qu'on a une culture homogène, toute direction incluse. Voilà. Mais ce n'est pas méchant, mais c'est une réalité. Hein, hein, je ne pense pas être le seul d'ailleurs, mais j'ai juste osé le dire. Merci. Voilà. Et une culture de pilotage par la donnée peu développée. Alors ça, c'est un concept aussi. On parle de ville intelligente, mais alors le data drivé et le pilotage par la donnée, moi qui ai travaillé dans une banque avant de venir dans une ville, voilà, j'ai vu qu'il y avait quand même un petit gap, quoi, hein. Et quand j'avais posé la question en arrivant, c'est comme le terme de processus, j'étais peut-être un peu en avance sur le sujet. J'ai dû patienter. Et là, je vois que ça vient. Donc, je me dis, moi, c'était juste l'écart entre 2000 et 2020 qu'il fallait absorber, mais ça vient, voilà. C'est important parce que on parle de silos, mais les métiers sont forcément en silos. Dans une ville, les métiers ne sont pas uniformes, c'est normal. Voilà, les gens qui gèrent le domaine de l'espace public ne sont pas ceux qui gèrent les bâtiments, c'est pas la sécurité publique, et chacun a sa spécificité, ses compétences. Moi, ça me choque pas qu'ils soient alors spécifiques dans leur métier. Là où ça va pas, effectivement, c'est quand on leur demande, quand on parle finance, quand on parle ressources, et qu'on sait qu'il y a une seule DRH, une seule DF et un seul budget, et qu'à un moment donné, il faut départager, et donc départager et arbitrer des projets selon les mêmes critères, quelque part, là, ça devient compliqué parce que les porteurs de projets ou d'activités ne savent pas traduire leur activité en chiffres. Hein, voilà. Donc ça devient embêtant. Je ne parle pas simplement des nombres d'incidents qu'on peut relever qui peut aider telle activité à améliorer le service rendu aux citoyens. Je parle vraiment de la capacité à être explicite dans la manière de traduire son activité en indicateur. Et enfin, on s'est inspiré aussi des potentialités IT et data, puisqu'effectivement, on a regardé au niveau de l'Europe ce qui se faisait, les grandes villes, les grandes métropoles, et on a commencé à s'intéresser à des standards comme Vieware qui parlaient d'IoT, et on s'est dit pourquoi pas. Entre-temps, la fibre optique dans les discours et dans les conférences laisse la place à l'IoT. Tout ça pour dire que voilà, les villes connectées, c'était des bâtiments. Et aujourd'hui, quand on parle de villes connectées, on pense à des capteurs. En disant, on prend le même mot, mais on ne met plus le même contenu derrière. Voilà. Voilà. Donc, c'est le grand vert, pardon. Alors, qu'est-ce qu'on a vécu? Nous sommes repartis de la définition d'une stratégie globale de la donnée en 2020. Voilà. Après tout ça, il fallait effectivement qu'on se ressente nouvelle gouvernance, vision constatée, un digital maturity model, un diagnostic qui permet de nous situer. Bon, on est ni bon ni mauvais, simple. En tout cas, pas assez bon, tel qu'on pourrait l'espérer, mais on a osé, parce que je dis bien on a osé, l'expérimentation, il faut se laisser le droit à l'erreur, sinon à un moment donné, personne n'ose amener quelque chose. Ça, c'est important dans les démarches. L'identification de grands axes numériques. Donc, depuis, nous avons mis en place une plateforme centralisée de data, dont l'espoir de croire nos grands frères qui nous disent si vous avez une plateforme centralisée, des données qui passent chez vous, et à travers les capteurs, et à travers des API qui vont prendre les données sources dans vos applications métiers, vous allez avoir le centre de données, donc le gros cerveau, après, bon, faut savoir s'en servir, mais donc on est parti, ça y est, on l'a. Basé sur Fireware Open Source, nous avons mis en place, je ne l'ai pas cité, mais un outil de participation citoyenne lié à cet outil. Quelqu'un posait la question, est-ce qu'une ville intelligente est multi-enjeu? La réponse est oui. Quand on fait un outil de participation citoyenne, c'est principalement pour un enjeu plutôt démocratique. Les gens, ils votent plus, un peu moins, il faut les inciter autrement à participer à la ville d'une ville. Voilà. Des hyperviseurs, nous avons mis en place un hyperviseur de sécurité, par exemple. La police municipale s'installe à côté des caméras du CSU et ils sont capables, donc à travers Waze et autres, de voir circuler leur patrouille et de savoir quand il y a un embouteillage, comment faire converger leurs actions à cet endroit. Pas besoin, voilà. Donc ça, ce genre de choses a été mis en place. Donc les premiers pas des hyperviseurs, alors
parce que sur terme, ont été mises en place. Un hyperviseur de sécurité. On travaille aujourd'hui sur un hyperviseur de domaine public. Et je vais y arriver avec le projet récital tout à l'heure sur la partie bâtimentaire. Voilà, l'optique aussi, c'était de l'IA comme levier d'amplification. Et si Philippe était là, il vous en parlerait mieux que moi. Nous avons des projets ambitieux en la matière, déjà initiés cette année, mais surtout à partir de l'année prochaine. Voilà. Et une première version de notre Open Data. Bref, on recrute un CDO, directeur de la donnée de la vie intelligente. Mon collègue qui aurait dû être là aujourd'hui et vous parler avec plus peut-être de profondeur sur l'innovation et la vie intelligente. Et je tiens à souligner le fait que, ce faisant, tout ceci ne peut pas se faire si on ne prend pas très tôt la notion de culture et d'accompagnement à la donnée. Des managers, de nos agents, des chargés de projet, de tous. Et ça, c'est pas partie gagnée d'avance. Voilà. Sensibilisation des managers, nous avons mis en place, et c'est bon, la houlette de Philippe, lundi de la donnée avec tous les agents, leur expliquer en quoi il y a un lien, quand on parle de données, entre le RGPD, la cybersécurité, l'usage de la donnée, un SIG, un pilotage de la performance, par exemple. Ça paraît banal, mais ça n'est pas pour tout le monde. Je rappelle que dans une commune, il n'y a pas que... voilà, il y a 80% de catégorie C, des gens qui font des petits travaux. Donc, il faut convaincre, même sans aller jusque-là, il faut y aller, il faut évangéliser. Et mettre en place un réseau d'ambassadeurs de la donnée. Voilà, c'est ce qu'on fait actuellement pour pouvoir inciter les agents à intégrer ça dans leur ADN. Voilà. Et désormais, nous avons une trajectoire, on va dire, de formaliser. Tout ceci, ça nous a pris 3 à 4 ans. Voilà. Je terminerai par un projet important, qui est le projet Récital, qui a été lauréat au niveau des territoires connectés. Donc, si vous voyez ici le mot DIAT, ça signifie démonstrateur d'intelligence artificielle, je crois, frugal, au service de la transition écologique des territoires connectés. Voilà, tout ça en 4 lettres. Voilà, donc il y a eu effectivement des lauréats. Une deuxième série de lauréats, on a été retenu avec 4 autres villes supplémentaires. Et aussi au niveau des quartiers métropolitains d'innovation, c'est le nouveau projet qui vient de commencer d'ailleurs effectivement en termes opérationnels et qui a pour but de faire quoi? Qui a pour but d'optimiser et de capter à travers les capteurs bien sûr, de faire remonter les informations d'énergie des bâtiments pour permettre on ait des actions d'optimisation, des actions de rénovation. Et c'est pas si évident. Quand vous avez beaucoup de bâtiments et pas assez de millions et des années mais pas suffisamment d'agents pour faire tout en 3-4 ans, évidemment vous mettriez 12 ans à tout faire. Donc la réalité, c'est de pouvoir capter avec une aide à l'intelligence artificielle, par l'IA, de pouvoir distinguer dans un cluster les bâtiments sur lesquels il faut focaliser en priorité et lesquels il faut mettre en rénovation primo pour que, effectivement, les retours sur investissement se voient et que les élus y croient. Donc c'est un projet de longue haleine qui est plaisant, plus que plaisant, et c'est pleinement dédié à la gestion des bâtiments. Donc c'est un des projets phares sur lesquels nous partons. Voilà, donc on a pour finir, combien de minutes? 3, 4? Merci. Le volet sécurité, tout ça pour dire que, je ne vais pas reprendre les échanges de tout à l'heure, mais bon, en 2017, il y a eu le WannaCry et la première secousse, vous vous en souvenez? Donc la prise de conscience, audit de sécurité, chez nous en tout cas, tout le monde se secoue. Moi, je reviens de vacances au mois de mai et puis j'apprends qu'il y a WannaCry qui a commencé sans que j'arrive. Ça c'est pas drôle vis-à-vis de sa DG. Et donc, du coup, on finit par faire l'audit et décréter l'embauche d'un RSSI. Voilà. Donc, ça commence dès 2017. Ça nous chauffe un peu, on y croit, on sensibilise. Pas évident parce que franchement, des élus et la cybersécu au début, comme ça à froid, c'est pas simple. 2020, c'est la vague avec la Covid. Bon, là, c'est l'explosion des villes. Donc, en novembre, j'ai mes collègues qui se font cyberattaquer. Petite réunion. Je convainc ma DG de mettre en place une task force cybersécurité. On enclenche dès 2021 un dispositif de renforcement technique. Je ne vous cite pas le détail ici, mais les XDR, les sécu, etc., l'abaissement de privilèges et tout ce que vous voulez. Voilà. Et on met en place aussi un logiciel d'aide à la formation phishing à travers le mail pour les agents, parce qu'il fallait les embarquer dans l'histoire. Voilà. Pas question d'être seul dans la galère, on va dire. C'était aussi une question culturelle. Ça, c'était 2020. Et donc, en 2021, on a vu passer l'ANSSI avec sa volonté on va dire, de déployer une démarche plus globale. On a été candidat au plan France Relance. On a été, comme d'autres, on a eu la chance d'être élus.
Et effectivement, depuis, avec Orange Cyberdéfense, fait un audit opérationnel et commençons à mettre en place les projets qui sont issus de ce plan. Voilà, donc une organisation humaine, PSSI, beaucoup d'actions de sensibilisation, revisite de la PSSI de la charte. C'est un boulot dingue. Vous parliez de RSSI, on a réussi à en embaucher un au bout de 3 ans. Donc entre-temps, j'ai agi un peu seul, c'était dense. C'est pas fini, mais je me repose la question de, voilà, du tour de la Terre en disant, tiens, quand j'aurai fini tel projet RSI tel et les autres, quelle nouvelle menace mais nous allons engendrer quelque part par ce biais. Hein, je parlais tout à l'heure avec monsieur FSCR, excusez-moi, Jean-Luc, vous vous souvenez peut-être d'une émission à la télévision, quelqu'un s'était assis sur les marches de la Défense et à partir de son portable avait réussi à rentrer dans tous les rufiers environnants. À l'époque, c'était ça le défi. Hein. Ça paraissait biscornu, mais ça a eu lieu. Maintenant, probablement que la nouvelle inconnue, c'est l'IoT. Je veux parler de la chaîne qui va du capteur à la data. J'en ai fini, donc c'est pour nous un nouveau défi. Et par ce biais, on a forcément des préoccupations en matière de cybersécurité qui sont loin d'être terminées.